Bonsoir tout le monde. Je voudrais d'abord vous demander qui utilise ou connaît le diffutile. Encore pas tant de monde que ça. Bon, c'est bon. Ma présentation servira à quelque chose. Donc allons-y. Peut-être. Bon, et ben je vais présenter d'ici. Donc, je me présente, je m'appelle Geoffrey Mettet. Ça va le son? J'ai l'impression de parler trop fort dès que je mets. Bon, ok, on continue comme ça. Donc, je m'appelle Geoffrey Mettet, je travaille chez Video Labs, qui est une société créée par des membres de l'organisation Videolan. Donc Videolan s'occupe évidemment de VLC et d'autres projets annexes. Et donc j'ai cette double casquette, je suis employé chez Video Labs et membre de l'association Videolan. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le diffutile qui m'est très utile pour développer l'appli Android VLC. Parce que VLC c'est beaucoup de recycler view. Vous avez la liste des vidéos, vos vidéos, vos listes d'artistes, albums et compagnie, les browsers de fichiers sur le network, les playlists courantes, c'est que des recycler view. Et donc, au cours de l'année passée, j'ai découvert Diffutile, qui est un manager de recycler view. Recycler view apporte par rapport aux vieilles listes view de pouvoir faire des mises à jour plus unitaires. Donc on peut maintenant mettre à jour un élément ou l'enlever, et puis faire un Notify Dataset Change et tout éclater. Et ces gains de performance, ça rend le code un peu plus compliqué à gérer, parce qu'on doit savoir quel item on ajoute et où est-ce qu'on le retire, lesquels, pourquoi, lesquels sont déplacés et compagnie. Et donc, vous le devinez, l'intérêt de cet outil, c'est d'automatiser tout ça, de ne plus avoir de code qui s'occupe de ça, et de juste envoyer une mise à jour à la recycler view et l'affichage se fait tout seul. Donc c'est une classe, en fait, un mini framework de AppCompat qui est sorti dans la version 24.2 l'année dernière, il y a presque un an maintenant. Et donc il va faire un diff entre les deux listes que vous lui passez, donc le dataset actuel et votre nouvelle version des datas que vous voulez afficher. Et ensuite, il va s'occuper de propager tout ça à la recycler view en appelant les notify qui correspondent pour avoir des mises à jour plus légères. Donc ça apporte d'avoir les animations de recycler view qui sont assez sympas et d'éviter des bindings inutiles. Et donc on a un gain de perf assez intéressant. Pour la petite histoire, c'est l'algorithme de Eugene Mayer. C'est l'exact même qui est celui de gitdiff. Donc le diff des datasets est effectué de la même manière. Quelques ordres de grandeur fournis par Google. Donc ça sont des chiffres obtenus sur un Nexus 5X. Donc dans l'idée, quand on a une centaine d'items de sa database à mettre à jour, ça prend aux alentours de 4 millisecondes. 2 dans les cas les plus favorables. Et quand on monte à un millier d'items, on arrive vers les 30 millisecondes dans ce cas un peu moins bon. Donc c'est pas si critique que ça. C'est encaissable, entre guillemets, pour une mise à jour événementielle. En complexité, je vous ai mis, donc on est en O de n plus, ou O de n carré, suivant si on active ou pas la détection de mouvement. Je vais vous en parler après. Donc, on commence par un exemple, c'est la recherche, un filtre d'une liste dans VLC. Et tout ce que je fais pour cette mise à jour, c'est juste envoyer le résultat de la recherche au diffutile. Et là, vous voyez, on a tous les éléments de la liste sauf 2 qui disparaissent. Donc, on a l'animation des items qui restent, qui vont se regrouper pour former la nouvelle liste. Voilà, on n'a pas de liste blanche et de nouveaux qui apparaissent. Ça juste s'anime. Et au contraire, quand on restaure la liste originale, voilà, les éléments s'écartent, les autres s'insèrent. On a gratuitement les animations sans code superflu. C'est aussi léger qu'un Notify Dataset Change.
Alors je m'excuse pour la lisibilité. Sur des écrans physiques, ça marchait très bien. Donc vous allez devoir me faire confiance, mais ça c'est la méthode d'update en gros quand on utilise le diff utile. On lui fournit juste la liste, donc la nouvelle liste qu'on veut, un booléen pour préciser si on veut ou pas la détection de mouvement. On lance le calcul, on a juste un calcul à faire. On met à jour notre dataset et ensuite on demande au résultat de dispatcher à notre adapteur. Vraiment. Et avec ces 3 lignes, on a ce que je vous ai montré avant, donc les animations d'ajout, suppression et modifications diverses automatiquement. Donc la partie intéressante, c'est le calcul. On doit fournir un diff callback, donc un callback implémenté spécialement pour ça, qui est vraiment l'équivalent d'un comparateur pour un sort. Donc on lui fournit les 2 listes, il va lui être appelé pour exécuter et pour définir ce diff justement. Et voilà. Bon, c'est un peu dur à lire pour vous pour l'instant, donc là on a le cas le plus simple. Pour l'instant on considère que quand on identifie que 2 éléments correspondent, ils sont strictement identiques. Je vous en parlerai plus tard dans la partie payload. Donc cette méthode qui s'appelle ArrayTimeTheSame, que vous devez peut-être mieux voir sur la télé. Bon. Voilà. Là, en gros, ici, c'est un equals. Donc c'est cette méthode qui est appelée pour définir, pour trouver les éléments qui matchent. Donc, si pour des cas plus précis, on peut faire l'égalité sur les éléments qu'on veut. Voilà. Et donc maintenant, je vous ai parlé de la détection de mouvement. Donc là, on a le cas du tri, donc qui change du filtre. Là, la liste, les éléments restent dans la liste, mais ils changent de place. Et là, c'est le cas où la détection de mouvement est désactivée, donc ça se passe pas trop mal. Les éléments sont replacés comme il faut. Donc vous voyez que certains bougent, certains sont effacés et rajoutés plus tard. Voilà. Et donc en passant en détection de mouvement, ça se passe un peu mieux. Là, il arrive vraiment à tout replacer. C'est beaucoup plus fluide et plus sympa. Donc là, on passe en complexité O de N2 parce que le diff utile doit faire une deuxième passe sur les listes pour vraiment retrouver chaque élément. Donc c'est à activer uniquement quand on veut changer l'ordre de tri. C'est tout. C'est assez léger et très pratique. Donc voilà. Ça, le petit mot sur la détection de mouvement, en général on n'en a pas besoin. Je vous conseille vraiment de l'activer que pour ces changements d'ordre. Le payload maintenant, c'est un ajout de la RecyclerView. Donc je vous ai dit que maintenant on peut, vous le savez tous, mettre à jour un élément unitairement. On peut même mettre à jour une partie de l'élément. C'est-à-dire que si un titre change, si juste une valeur a changé, on n'est pas obligé de rebinder tout. On peut appeler le notify item change avec un payload, donc une charge utile, et ça va indiquer quelle partie à mettre à jour. Et on s'évite un rebind complet. Donc vous voyez la méthode, si la liste des payloads est vide, on appelle le unbind viewholder classique, et sinon, on va juste s'occuper, dans ce cas-là, de trouver, ici c'est un texte, donc je vous ai pris l'exemple du navigateur de fichiers de VLC. On veut juste mettre à jour un texte, donc on s'assure qu'il est visible, et on change sa valeur. Ça va éviter de mettre à jour toutes les images, les autres éléments. Ça va éviter de recalculer trop d'éléments en resizant. Donc les gains en performance sont pas mal et ça évite du flickering. Donc là, ça va être un peu difficile à voir, mais je vous montre l'exemple sans. Donc il y a le parsing de chaque dossier, on met à jour, on a la description, et chaque mise à jour efface brièvement l'icône. Et on a un flickering. C'est pas énorme, mais c'est un peu gênant. Et là même, en utilisant un payload, on va juste mettre à jour cette TextView. On a comme calcul qui refait juste les 2 TextViews, parce que pour cette view, j'ai fait un constraint layout.
Donc on évite les layouts imbriqués, on recalcule le minimum. C'est visuellement plus acceptable et évidemment, en niveau perf, c'est très intéressant. Donc l'implémentation, en revenant au diff utile, ça se passe dans le arc_content_the_same que je vous ai montré tout à l'heure, où on retournait true, on s'en occupait pas. Il est appelé une fois qu'on a trouvé, une fois que le array times the same, elle retourne true. Donc une fois qu'on a identifié deux éléments qui représentent le même modèle, on va chercher les différences. Là, ici, je vous ai pris l'exemple de la liste de vidéos. Dans VLC, on compare si le temps, donc le point où vous en êtes dans la vidéo, a changé, ou si on a récupéré un artwork. Parce que quand on discover les médias, on parse d'abord les médias et on génère les thumbnails après. Donc ça nous fait des mises à jour supplémentaires pour chaque élément. Et donc dans ce cas-là, si on retourne que les éléments ne sont pas égaux, donc si on retourne false dans ce cas-là, notre callback va être rappelé avec un getChangePayload sur les mêmes items. Et donc cette fois-là, on va envoyer le payload qui sera dispatché à l'adapteur. Donc ici, je vais demander de mettre à jour soit la progression, soit le thumbnail. Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir soit des mises à jour unitaires facilement dans toute la liste, ou soit des mises à jour encore plus précises, encore plus fines, sur des éléments, et éviter d'avoir visuellement ce clignotement, et en perf, on allège beaucoup le thread UI. Voilà, rapidement, pour vous résumer le workflow, donc dans le callback, on a un arrayTimeTheSame, qui, s'il renvoie true false, on a deux items qui ne matchent pas, on passe à autre chose. Si on retourne true, on va chercher si le contenu est le même. Donc si arc_content_the_same retourne true, on a un élément qui est l'exact même, on n'y touche pas, on évite un rebind. Et ce que vous ne pouvez pas voir, parce que le projet le coupe, c'est que si on retourne que le contenu a changé, dans ce cas-là, on va être appelé pour demander quel est le payload à envoyer pour faire cette mise à jour. Voici une implémentation en Kotlin, parce qu'on est quand même en 2017, et que ça me permet de tout faire tenir dans un slide. Donc voilà, un exemple d'implémentation d'une classe abstraite où on a le dataset, la fonction update que je vous ai montré tout à l'heure avec les trois mêmes lignes, et le callback implémenté, on a là ici la version minimum, c'est donc avec l'avant-dernier callback qui retourne toujours true et le dernier qu'on n'a pas appelé. Voilà, donc ça fait assez léger, et en surclassant cette classe-là, en héritant de cette classe-là, on a un adapteur qui a une méthode update prête à l'emploi, on a juste à l'envoyer des nouvelles listes, et l'affichage va être automatiquement propagé. Juste une petite note pour ceux qui utilisent du data binding. Il y a un petit piège qui fait que si vous gardez une référence dans le XML de l'élément que vous affichez dans une list view, vous pouvez être désynchronisé par rapport au vrai dataset, puisque comme on va éviter de rebinder les éléments, si on fait une mise à jour partielle, vous avez l'ancienne référence de votre item, donc n'utilisez pas celle-là et redemandez dans votre dataset à la bonne position, le côté adapteur, pour avoir les infos à jour. Je vais maintenant vous parler du threading. C'est un peu compliqué à gérer parce qu'on est dans le MISView, on a beaucoup d'appels côté UI. Je vous ai montré les performances au début, c'est pas monstrueux, mais ça peut quand même gêner d'avoir éventuellement du calcul à faire et bloquer l'UI pendant ce temps-là. Dans le cas de VLC, on ne sait pas combien de médias on aura à gérer. Suivant les appareils, des gens mettent 32 à 64 Go de MP3 et on a des listes énormes à gérer. On peut browser un NAS et avoir des milliers et des milliers de médias à trier. Donc dans ce cas-là, le threading est obligatoire. Et ce qui est important quand on veut threader l'affichage, quand on veut threader le traitement d'un adapteur, c'est de garder la cohérence du dataset, de surtout pas toucher au dataset en dehors du thread UI, parce que le framework fait beaucoup d'appels à getItemViewType surtout, et une fois si on se déphase, on a soit des incohérences au niveau UI, soit des crashs
assez violent, surtout pour la préparation des animations. Donc pour éviter tout ça, j'ai adopté une stratégie de file d'attente. Donc je fais une file d'attente de liste d'items. Ce sera les différentes listes qu'on va envoyer à notre update. Qu'on va envoyer au diffutile donc. Donc notre méthode update change. Pour l'instant, maintenant elle va gérer cette liste d'attente. Chaque nouvelle liste, on l'ajoute à la file d'attente. Si c'est la seule et unique de cette file d'attente, donc on n'a aucun travail en cours, on peut déclencher le internal update. Donc ça c'est par contre une méthode privée qui sera appelée uniquement par update, qui lui va pouvoir faire le travail en tâche de fond. Et uniquement dans ce cas-là. Et si jamais on a d'autres files d'attente, on ajoute à cette file et on ne trigger rien du tout. Le internal update va s'occuper lui-même de poursuivre si besoin. Donc, je m'excuse encore pour la lisibilité. Donc cette partie résulte, on peut l'exécuter en background, y compris d'autres travaux si vous voulez trier, ce genre de choses qu'on peut vouloir faire en dehors du thread UI. Ensuite, on refait les deux opérations que je vous ai montrées précédemment. Donc on met à jour le dataset juste avant de dispatcher. Et ça, maintenant, ça se réapplique au thread UI. Donc dataset et file d'attente, toujours dans le thread UI. Et puis ensuite, gestion de la file d'attente. On enlève la liste actuelle qui est maintenant prête. Et si jamais on a d'autres listes en attente, on part pour un tour. Voilà. Je vous conseille aussi, dans ce processus, à la fin de gestion de la file d'attente, on peut en profiter pour envoyer un callback au fragment ou à l'activity que la mise à jour est finie. C'est le bon moment de le faire. Si possible, on attend que la file d'attente soit vraiment vide pour ne pas chaîner. Dans VLC encore, j'ai des cas un peu tricky où on peut avoir 20 mises à jour envoyées en 20 millisecondes. Et ça, côté UI, ça se passe pas bien quand on mitraille. Puis voilà. Donc je pense que vous avez l'idée, on ne touche pas au dataset ni à la file d'attente en dehors du thread UI. Ça garantit la séquentialité. Donc une fois qu'on arrive là, si jamais la file d'attente n'est pas vide, ça veut dire qu'on est ici et pas ailleurs. Donc on est dans le calcul en background. Une fois qu'on arrive là, on est sûr que ça n'est pas exécuté en même temps, parce que comme c'est un seul et unique thread, on a cette cohérence grâce à ça. Voilà. Et la chose importante, c'est de mettre le dataset à jour au moment où on dispatch dans le thread UI, et surtout pas mettre le dataset à jour avant de revenir dans le thread UI. Je sais que je me répète, mais c'est important. Les stratégies aussi pour affiner, une fois qu'on a threadé. Quand on veut ajouter un seul et unique élément, c'est un peu dommage de demander au diffutile de tout recalculer. On sait où on veut le mettre, on a juste un notify à faire, là on peut gérer. Donc avec ce threading, soit on ne se prend pas la tête et on copie la liste, on ajoute l'élément, on l'envoie au diffutile, il se débrouille très bien. Mais même dans ce cas, faire attention à prendre la liste la plus à jour. C'est-à-dire que soit on prend le dataset courant si on n'a aucune liste en attente, et si on a une liste en attente, on va prendre la dernière, celle qui sera mise à jour, qui sera envoyée le plus tard possible. C'est cet état-là qu'on va avoir à la fin et qu'on veut mettre à jour. Si on met à jour une liste qui est envoyée précédemment, l'élément va être écrasé. Donc maintenant, on va faire les choses sérieusement. Donc on va regarder la taille de notre file d'attente. Si c'est nul, comme on est dans le main thread, on sait que rien ne se passe en ce moment, on en est sûr. On peut ajouter à notre dataset et notifier l'adapteur. On a un add classique. Et si on a plus qu'une seule, si on a plusieurs listes en file d'attente, ça veut dire qu'il y en a une qui est en train d'être process, en background, ça c'est sûr et certain, et les autres sont en attente, on n'y touche pas. Donc dans ce cas-là, on peut juste ajouter l'élément. Pour le remove, ça marche exactement pareil. On peut juste l'ajouter à la dernière qui est la plus récente, celle qui sera envoyée plus tard, et l'ajout se fera au moment du dispatch. Et au final, le cas le plus embêtant, c'est quand on a exactement une liste,
en attente, c'est-à-dire qu'elle est en train d'être processée, et elle va être dispatchée. Donc là, on doit la copier et renvoyer une liste à jour au diffutile. Là, ça fait gros, mais si voilà, une fois qu'on a fait sa classe abstraite à implémenter, on peut se retrouver avec une classe qui a le update, le add, le remove, tout prêt à l'emploi, et on n'a plus que du code plus intéressant à faire, et surtout décharger de tout ça, côté adapteur. Et comme ça, on a toutes les mises à jour, uniquement les plus importantes, même plus fines avec le fameux payload, facilement, une fois que les callbacks sont faits, bien réglés. Bon. En tout cas, côté VLC, ça nous a beaucoup apporté. Ça enlève beaucoup de code, c'est plus facilement maintenable. Ça apporte un step supplémentaire niveau visuel. On a des tris plus sympas, des mises à jour beaucoup mieux. Quand on scanne les médias, ils s'insèrent tous dynamiquement, sans qu'on ait rien à faire pour ça. On a, comme je vous l'ai montré, le browsing sans flickering. Quand on revient sur une vidéo, la progression se met à jour toute seule sans que le thumbnail soit retiré et remis tout de suite. Voilà. Et tout ça sans boilerplate, comme on dit, de ce genre-là, dans nos adapteurs. Donc, bah voilà, on a fait le tour. Maintenant, on a couvert complètement le diffutile. Je vous ai montré comment threader si jamais vous en avez besoin. Encore une fois, c'est à vous d'évaluer. Si vous avez que des listes restreintes, c'est-à-dire de l'ordre de dizaines ou centaines d'éléments, c'est pas franchement la peine de vous embêter avec le threading. Si vous ne savez pas combien vous avez à en faire, même si au final ça vous fait perdre un peu de temps, les allers-retours entre les threads, au moins dans ce cas-là, on décharge le thread UI. Donc, voilà, c'est une bonne pratique. Donc vous ne voyez toujours pas, mais je vous ai mis les liens. Donc les slides sont évidemment disponibles pour vous sur le lien du POG, sur le site du POG. Je vous ai mis les liens vers la doc de diffutile, qui comporte pas trop d'exemples. C'est pour ça que j'avais fait un blog post que je vous invite à voir. Les slides sont basés dessus, donc vous aurez les exemples de code étape par étape. Il est en deux parties, donc vous pouvez ne pas vous intéresser au threading si vous voulez. Donc voilà, en tout cas, je vous encourage à adopter ça et à maintenant faire toutes les updates par ce diffutile, parce que c'est extrêmement pratique. C'est relativement simple à implémenter. On a vraiment l'équivalent d'un comparator et puis ensuite une fonction de 3 lignes. Et on a tout le travail qui est fait pour nous maintenant pour vraiment profiter des recycler view et pas les utiliser comme des list view. Donc, bon, maintenant, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, même si vous avez soif. Toujours en lien, je vous ai mis un lien vers une page. Je vous invite à vous inscrire à la bêta de VLC, parce qu'on n'a pas mis à jour l'appli stable depuis longtemps, depuis la sortie du diffutile à peu près. Vraiment. Et voilà. Par contre, en bêta, on est à jour, elle est plus intéressante, surtout si vous avez des devices récents, pour avoir le picture-in-picture, tout comme ça. Et nous, on attend des feedbacks. Et comme vous êtes des développeurs, vous saurez en faire, vous saurez envoyer des rapports, envoyer des logs éventuellement. Là, il commence à se stabiliser, donc le sale boulot est fait. Voilà. En tout cas, je vous invite à bêta tester. Et voilà. Donc maintenant, j'attends vos questions éventuellement. Ouais, vas-y. Exact, j'ai oublié de préciser. Si on n'active pas la détection de mouvement, si en fait, pardon. Le monsieur parle de deux niveaux de complexité différentes suivant les modes qu'on choisit. Donc, en l'occurrence, on est en O de n et O de n au carré. En vrai, on est en O de n plus d carré. Et d, c'est le chemin minimum trouvé, c'est-à-dire les modifications faites dans la liste. C'est pour ça que les ordres de grandeur de Google sont donnés en fonction des modifications faites. Voilà.
les modifier. Voilà. Les valeurs sont données en fonction des modifications faites. C'est-à-dire qu'on a on est en O de n, donc on va parser une fois la liste, et en d carré, c'est-à-dire qu'on a un O de n2 sur la liste de modifications qu'on a trouvées, donc les contenus qui ont changé. On passe en O de n carré plus d2 une fois qu'on fait la seconde passe pour détecter les mouvements. Et c'est pour ça que je vous ai conseillé de désactiver cette détection de mouvement. Donc vous passez tout simplement ce booléen à false. Donc vous activez uniquement cette détection de mouvement, vous activez uniquement la détection de mouvement quand vous en avez besoin, c'est-à-dire quand on change l'ordre de tri. C'est dans ce cas-là qu'on fait des passes supplémentaires pour retrouver les items et obtenir vraiment des items qui bougent et pas qui disparaissent et le même qui réapparaît plus haut. C'est tout. Oui. Le threading est fait dans l'adapteur. En fait, on va splitter cette fonction update en deux, avec une fonction update publique qui va s'occuper d'ajouter à la file d'attente et de triggerer le update interne pour le coup, si besoin. Et du coup, ce update qui est commandé par la fonction publique qui est appelée que du thread UI, lui peut faire le travail en tâche de fond. Et effectivement, avec le VGA, ça passe pas bien. Mais je vous avais commenté. Voilà. Donc là, ici, il y a écrit in background et ici, in main thread. Donc en fait, la partie calculatoire, ici, on la lance dans un thread. Vous pouvez me lancer dans un thread pool ou peu importe, on n'a pas la séquentialité ici est garantie. Et ici, on revient dans thread UI à partir du moment où on va mettre à jour le dataset et dispatcher à l'adapteur pour mettre à jour les vues. Est-ce qu'il y a un outil recommandé pour le threading? Par exemple, qu'est-ce que tu as utilisé dans VLC? On a une thread pool, mais moi, pour d'autres besoins, je me suis fait un exécuteur service, qui est une thread pool d'un thread. C'est juste pour avoir un thread pool réservé pour ces mises à jour-là. Comme dans les cas des mises à jour de liste, on fait le chargement des images dans la thread pool aussi. Et j'avais pas envie que ça soit bloqué par le chargement des images. Donc je préfère donner la priorité à ça et je me suis rangé comme ça. Mais ça dépend de votre appli. Un exécuteur service, ça marche bien. Le thread pool, s'il n'est pas trop surchargé en général, ça marche bien aussi. C'est tout. Bon. Eh bien, merci beaucoup. Allons boire.